Ceci est le podcast de Gang of Witches. Présenté par Sabrine Kasbaoui. Mettez tous vos sens en éveil, l'esprit des sorcières arrive à vos oreilles. Le sabbat, c'est par là. Gang of Witches. Bonjour chères sorcières, bienvenue dans le podcast de Gang of Witches. Je suis Sabrine et je suis heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette pleine lune dite des semences ou du poisson, car elle insuffle un élan de fertilité. Et pour marquer ce cycle d'abondance, je vous invite à disperser les graines de la joie et de la sororité avec notre invitée du mois, l'activiste, autrice et journaliste Juliette Rousseau, dont l'ouvrage « Lutter ensemble pour de nouvelles complicités politiques » paru en 2018 aux éditions Cambourakis, ressort cette fois-ci en édition de poche. Juliette vient également de signer la traduction d'un très bel essai qui vient de paraître aux éditions du Commun et qui s'intitule « La joie militante, construire des luttes en prise avec leur monde » de Carla Bergman et Nick Montgomery. Bonjour Juliette. Bonjour. Tandis que les attaques contre l'autonomie politique des luttes féministes et antiracistes ne cessent d'être de plus en plus virulentes, il me semblait opportun de revenir sur ton parcours de militante qui t'a permis de rencontrer des collectifs en lutte contre les rapports de domination liés à la classe, au genre, à la race ou encore à la condition physique et mentale à l'œuvre dans la société mais aussi au sein même de ces espaces de lutte. Pendant plus d'1 an, au fil de tes affinités militantes de Paris à Jérusalem en passant par Londres ou encore Tel Aviv, tu es donc allée à la découverte de formes d'organisation et de solidarité permettant de créer ce que tu appelles des complicités politiques conscientes de ces oppressions croisées. L'enjeu de ton livre étant le suivant, je te cite, « Est-il possible aujourd'hui d'inventer des formes puissantes de lutte qui soient aussi agissantes sur les oppressions qui les traversent et si oui, comment ?» Alors pour commencer, Juliette, j'avais envie de revenir un peu sur ton parcours de militante et d'activiste. Comment s'est-il forgé et surtout dans quel milieu as-tu grandi en Bretagne pour commencer ? Alors, j'ai grandi dans un milieu assez peu politisé, mais qui a fait des choix de vie politique, on va dire, mais qui n'était pas relié à des luttes. J'ai grandi dans un milieu de parents qui ont choisi une vie à la campagne avec un rapport au travail assez critique, on va dire. En tout cas, mes parents étaient des gens qui cherchaient pas à travailler beaucoup et qui cherchaient plutôt à développer une forme d'autonomie matérielle dans leur vie quotidienne. Donc, faire pousser leurs propres légumes, avoir leurs animaux, tout ce qu'ils pouvaient faire par eux-mêmes, ils cherchaient à le faire par eux-mêmes. Donc, moi, je viens de là, je dirais plutôt un milieu avec une sensibilité quand même écologiste assez forte, mais très en rejet des partis politiques, des organisations politiques et, de manière générale, assez éloigné des luttes. Et puis, un milieu rural, voilà, j'ai grandi dans une petite bourgade assez classique, on va dire, très marquée par l'agriculture industrielle, très très normative, où c'était très vite venu d'être perçue comme déviante, hors norme, et c'était complètement le cas de ma famille. Voilà. J'ai milité. En fait, j'ai commencé à militer avec un mouvement étudiant en 2006, qui était le mouvement contre la loi dite CPE. Et ensuite, je me suis retrouvée assez rapidement par mes études et mes engagements, en fait, à travailler dans un milieu qu'on dirait plutôt altermondialiste, qui est vraiment un milieu qui cherche à mettre en lien différentes questions politiques et mettre systématiquement autour de la table différentes organisations politiques. Donc j'ai toujours travaillé dans des cadres. À partir de là, en fait, j'ai vraiment beaucoup travaillé dans des cadres qu'on pourrait dire de convergence, c'est-à-dire des cadres qui mettent ensemble des acteurs, actrices politiques qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, pas forcément les mêmes pratiques, ni les mêmes façons de s'organiser, et donc des cadres dans lesquels l'enjeu est de trouver ce qui peut faire commun, ce qui peut faire politique. Et c'est à partir de ces cadres-là, en fait, que j'ai commencé à développer la réflexion autour de lutter ensemble, notamment parce que du coup, en tout cas, disons que ma première envie, ou en tout cas la première impasse, parce que c'est comme ça que je le nomme dans le livre, et c'est vraiment comme ça que ça s'est formulé pour moi dans mon parcours, c'est qu'à un moment donné, c'est devenu une impasse, cette incapacité
à penser de façon pratique, en termes de pratique de lutte, au-delà de la théorie, en fait, à penser la façon dont on réalise les émancipations, tant sur le plan systémique que sur le plan du collectif, de l'espace de lutte. Comment est-ce qu'on arrive à penser les rapports de domination d'une façon agissante, c'est ça que j'appelle penser les émancipations, dans ces cadres qui sont des cadres collectifs larges, qui sont ce qu'on pourrait appeler traditionnellement les cadres de convergence. Convergence qui, bien souvent, en fait, viennent effacer toutes les identités minorisées, voire viennent complètement les exclure. Alors, en quoi finalement, quand tu as commencé la rédaction de cet ouvrage, on voit très bien que la première des choses qui te tient à cœur et qui te semble cruciale, c'est de parler à la première personne et de commencer par te déconstruire et de finalement d'examiner à quels endroits tu as pu subir toi-même des oppressions et des violences et aussi à certains égards en quoi tu es privilégié. En quoi c'était important pour toi dans une lutte et de commencer par examiner d'où l'on parle? Je dirais que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment venu avec des interpellations, enfin, à des moments où j'ai été interpellée en tant que personne qui avait des rôles, on va dire, dominants dans les espaces dans lesquels j'intervenais, des rôles de coordination, des rôles de prise de parole, des rôles, et aussi, je pense, une certaine forme de charisme que j'avais clairement construite avec le temps. Mais c'est d'avoir été interpellée sur mes responsabilités, en fait, à partir de ces rôles-là, que je me suis posé la question de savoir qui j'étais, pourquoi est-ce que j'avais pu être aussi inconsciente des dominations que j'avais contribué à renforcer dans mes espaces, alors même qu'en tant que femme, je me suis construite dans ces espaces politiques, dans une forme d'adversité. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir à faire ma place en tant que femme et aussi en tant que personne issue d'un monde rural qui ne venait pas... Voilà, toute cette phase de mon militantisme, ça a été à Paris. Moi, je ne venais pas de là, donc il m'a fallu changer mon langage, changer ma façon de m'habiller. Et à un moment donné, ça a fonctionné, c'est-à-dire j'ai fait ma place. Et c'est à ce moment-là que j'ai été interpellée et que je me suis posé la question du coup de qu'est-ce qui m'avait fait arriver là, qu'est-ce qui m'avait fait arriver à cet endroit où j'étais devenue finalement où j'étais arrivée à la place de la domination, de la place du pouvoir, pas au sens positif du terme, et où tout d'un coup il y avait des choses que je ne voyais plus, puis il y avait des choses du coup que je n'avais jamais vues. Je pense notamment aux questions de racisme, aux questions de transphobie, aux questions d'homophobie. C'était des choses qui étaient très, très éloignées de moi, que j'avais peu pensé, auxquelles j'avais été peu confrontée. Et finalement, plus j'accédais à du pouvoir dans ces espaces militants mixtes, moins j'étais en capacité d'y être sensible et de les voir. Donc c'est ça, le point de départ, c'était ça, c'était comprendre comment est-ce qu'une trajectoire comme la mienne se construit. Et non pas pour dire cette trajectoire est hyper intéressante, parce que vraiment, pas du tout. C'est une trajectoire très commune, mais plutôt pour inviter à une démarche similaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on repense nos trajectoires, comment est-ce qu'on repense nos politisations. Et je sais pas si c'est intéressant que je l'explicite, mais peut-être pour le dire plus concrètement, dans le livre, il y a un des chapitres qui est consacré à ça et où j'explore notamment deux moments un petit peu constitutifs politiquement pour ma génération, que sont, j'en ai parlé un peu plus tôt, le CPE, et un peu avant ce qu'on a appelé les émeutes en banlieue en 2005, le soulèvement des quartiers populaires de 2005, et où en fait je me suis vraiment interrogée sur ce moment politique, donc bien après, parce qu'il s'est avéré que en fait au moment où j'ai commencé à travailler sur Lutter ensemble, même un petit peu avant je dirais, en fait j'ai rencontré la génération, une partie en tout cas des militantes que j'ai rencontrées à cette époque-là, c'était la génération qui s'était construite en 2005 avec le soulèvement des quartiers populaires, pour qui ça avait été un moment constitutif politiquement. Et pour moi, ma génération, celle que je côtoyais depuis 2006, c'était celle qui s'était construite au moment du CPE. Et ces deux générations qui se construisent dans des temps politiques qui sont en fait pris dans une continuité très clairement, ne se voyaient pas prise dans cette continuité, ou en tout cas de mon côté, qui est le côté majoritairement blanc, qui s'est mobilisé à l'université, plutôt de la classe moyenne ou des classes supérieures, on n'avait absolument pas vu de quoi on héritait, à savoir
très immédiatement ces soulèvements qui avaient eu lieu dans les quartiers populaires. Et donc, pour moi, il y avait vraiment un enjeu à revisiter cette histoire-là. Pour ma génération, clairement, enfin voilà, cette envie de dire, mais pourquoi est-ce que 10 ans après, on se retrouve et en fait, on ne se connaît pas, alors même que on s'est construit, cette espèce d'étincelle de départ, en fait, elle se joue au même moment politique. On traverse la même histoire. On traverse une histoire commune avec des spécificités et avec des inconsciences, des angles morts, etc. Donc, c'était ça dont je considérais avoir une forme de responsabilité, ou en tout cas pour pouvoir ancrer cette parole, se questionner sur dans quoi est-ce qu'elle s'est construite, et là aussi essayer d'aller voir quels sont ces angles morts, y compris pour avertir les lecteurs et les lectrices en vérité. Et justement, qu'est-ce qui expliquait ce parallèle, cette scission, alors que finalement, finalement cette histoire se crée dans une continuité. Enfin, comment tu l'analyses? Mais il y a plusieurs choses. Il y a le fait que cette scission-là, elle est pas apparue à cette époque-là, elle est historique. J'en parle, y compris dans le livre aussi. Si on remonte au soulèvement de mai 68, on a déjà en fait une histoire préalable qui est celle des luttes décoloniales, dont on peut considérer qu'en fait elle engendre ce mouvement de 68. Pour autant, dans et l'histoire officielle qu'on raconte de 68 et la façon dont une partie de celles et ceux qu'on appelle les 68ards le vivent cette histoire, ils se vivent absolument pas comme héritiers et héritières des luttes décoloniales. Donc il y a déjà à ce moment-là c'est à la fois une continuité historique flagrante et à la fois une rupture opérée par les catégories évidemment de race, par l'histoire coloniale, etc. Donc 2005-2006, ça se situe dans cette continuité. Et après, je pense qu'il y a la façon dont on est construit identitairement, évidemment, à quels espaces géographiques on s'identifie, à quelle façon de se mobiliser on s'identifie, et puis la façon dont on est construit aussi par la parole gouvernementale, par la parole étatique, etc. Cette division très forte qui a été construite à l'époque entre d'un côté ceux que le pouvoir appelait les casseurs, et puis les mobilisés légitimes, c'est-à-dire les étudiants et étudiantes qui faisaient des gentilles manifestations et qui demandaient gentiment, pacifiquement, etc., avec leur petite tête de blanche, le retrait de cette loi. Donc, et en fait, mais ça, j'en parle régulièrement parce que c'est un de mes grands désespoirs, mais en fait, cette histoire-là, elle se perpétue en permanence. C'est-à-dire, on habite nos zones de confort, on habite de façon assez confortable les catégories que le pouvoir construit pour nous. Et voilà, ce qui s'est passé en 2005-2006, c'est une fois de plus, c'est de la démonstration de ce truc-là. Ce qui est difficile et ce que je trouve douloureux, c'est finalement de se rendre compte que malgré les possibles, malgré la quantité de possibles, malgré ce que ces moments de mobilisation, de mouvements sociaux éruptifs comme ça ouvrent en termes de possibles d'émancipation, de prise de conscience, de construction de dynamique collective, etc. Malgré tout ça, finalement, on va assez peu loin dans nos capacités à se rencontrer. Et pour le dire autrement, je pense que la raison pour laquelle j'ai écrit Lutter ensemble, et je le dis à un moment donné dans le livre, c'est parce que j'avais vraiment envie d'aller chercher des outils qui me manquaient à moi vraiment cruellement dans ma pratique personnelle, mais dont il me paraissait assez évident qu'en fait, il manquait à tous et à toutes. Et pour réussir, quelque part, à préparer la possibilité future qu'on puisse un jour faire politique commune. Et pour renvoyer à les polémiques actuelles, notamment les polémiques autour des modes d'organisation dits non mixtes ou de mixité choisie. Moi, la façon dont je vois ça, c'est vraiment comme pris dans une espèce de temporalité. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de l'autonomie politique. Les groupes minorisés, les groupes opprimés ont besoin de l'autonomie politique pour se construire, et on n'en est pas, justement, on n'en est plus, et on n'en est pas encore quelque part à la convergence. Je dis on n'en est plus, parce que quelque part, il est acté aujourd'hui que cette convergence, comme elle s'est construite, a toujours été une convergence de la domination, une convergence qui amenait à remettre au devant de la scène les personnes qui étaient le plus dans des situations sociales de pouvoir, et donc finalement qui n'étaient pas des convergences émancipatrices, réellement. Et on n'en est pas encore à se retrouver, donc on en est au temps de l'autonomie politique, parce que c'est le temps de l'autonomie politique qui va nous permettre de pouvoir peut-être un jour nous retrouver sur des bases réellement émancipatrices.
C'est-à-dire sur des bases dans lesquelles l'émancipation se définit à partir des personnes qui vivent le plus de domination, de marginalisation, de répression dans leur corps, dans leur vie, dans leur quartier, etc. C'est renforcer la voix, la parole, les droits des premières concernées, une expression que tu emploies souvent dans ton ouvrage et dont tu rappelles en quoi elle est cruciale. Et comment ça s'explique justement, on a des éléments de réponse, mais cette virulence autour des réunions en non-mixité et en quoi finalement l'idéologie aussi universaliste en France pèse encore très lourd. Qu'est-ce qu'on peut expliquer de ce contexte un petit peu pour donner un peu des éléments de contexte autour de ces polémiques? Je pense qu'il y a quand même un truc qui est très clair à l'heure actuelle, c'est que disons que c'est la recherche par l'extrême droite et une partie de la droite qu'on a peut-être du mal à différencier aujourd'hui, de faire gagner, de faire exister leur propagande a très bien fonctionné. Et donc on voit aujourd'hui qu'on est dans une espèce de... Vous voyez, c'est comme l'hiver dernier, quand il y a eu des moments de gel, il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux avec un camion en Bretagne qui glissait très doucement, mais vraiment très 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 longtemps. On a un petit peu l'impression qu'on est dans cette phase, quoi, de glissement inarrêtable où on va de polémique en polémique, et très clairement la direction, elle fait pas de doute, c'est un discours toujours plus ouvertement raciste. Le fait est que je fais évidemment dans le livre, je fais une critique de l'universalisme à la française, puisque c'est celui qui permet aujourd'hui de justifier une partie de ces discours racistes, c'est celui qui permet de justifier les lois islamophobes, c'est celui qui permet à Darmanin d'écrire que finalement la façon dont la France a su assimiler avec une vision extrêmement antisémite les Juifs de France et celle qui devrait aujourd'hui prévaloir pour les musulmans de France, etc., etc. Donc l'universalisme à la française, je ne sais pas si c'est une pensée fondamentalement raciste. Probablement que si. Elle s'est construite à une époque coloniale, elle s'est construite dans la négation des conséquences de ce colonialisme, elle s'est construite dans la négation de l'existence des hiérarchies des races, etc. Là où j'essaie aujourd'hui, peut-être par rapport à l'époque où j'ai écrit Lutter ensemble, là où j'essaie d'introduire où j'aimerais en tout cas réussir à introduire une forme de nuance, c'est que critiquer l'universalisme ne devrait pas vouloir dire rejeter toute forme de commun. L'objectif pour moi de la lutte, c'est bien de retrouver les possibilités du commun, mais de retrouver les possibilités d'un commun qui soit encore une fois réellement émancipateur. Or aujourd'hui, le commun l'invocation du commun au sens universaliste français, sert clairement à stigmatiser, sert clairement à asseoir une vision raciste de la société, mais tout ça se fait évidemment dans un cadre capitaliste avec une utilisation des polémiques qui est bien claire. Voilà, c'est la faiblesse de l'État à se maintenir en tant qu'État, à justifier son existence en tant qu'État qui serait un État pour tous et toutes, qui serait un État égalitaire, qui serait un État, ce qu'il n'est pas aujourd'hui, enfin ce qu'il n'a jamais été, mais ce qu'il est de moins en moins et de façon de plus en plus visible. Ces polémiques-là, elles cherchent clairement à cacher ça. Maintenant, au-delà de l'analyse de ce que viennent dire ces politiques, et je pense qu'il y a plein de gens qui disent ça beaucoup mieux que moi et de façon beaucoup plus intéressante, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on en fait du point de vue des luttes. Et là où je trouve ça difficile, c'est la place que prennent ces polémiques. C'est-à-dire, on se retrouve tellement fort aujourd'hui à défendre la nécessité de la non-mixité ou de la mixité choisie face à des gens qui, concrètement, non seulement n'en ont rien à faire, mais en plus, l'enjeu pour eux, c'est pas d'être convaincus c'est absolument pas d'être convaincus de ces modalités d'organisation. L'enjeu pour eux, c'est d'attaquer les luttes qui s'organisent de cette façon-là. Donc, c'est pas tant la façon d'organiser. Attaquer les outils de lutte, c'est bien évidemment attaquer les luttes, et c'est bien évidemment attaquer les possibilités d'émancipation qui s'ouvrent derrière. Et des possibilités de réparation, qui viendraient nommer des responsabilités, que, évidemment, dans ce pays, aujourd'hui, on refuse absolument de voir nommer. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on en fait nous, et je trouve qu'une des difficultés, c'est que ces polémiques nous demandent beaucoup d'énergie, ou en tout cas font que je pense qu'on a tendance à mettre beaucoup d'énergie pour répondre je vais le dire un peu crûment, mais pour répondre à des gens avec qui il y a pas de dialogue, il y a pas de possibilité de dialoguer. Donc moi, je pense que un des trucs qui m'anime fortement dans mon travail,
c'est qu'on puisse préserver des espaces où on peut questionner, où on peut mettre à l'expérimentation nos pratiques de lutte pour pouvoir renforcer nos luttes, plutôt que d'avoir à les défendre, plutôt que d'avoir à les justifier, etc. Et la difficulté quand on a à les défendre et à les justifier, c'est qu'on peut tomber, et je pense que c'est vraiment un risque en permanence, c'est qu'on peut tomber dans des positions un petit peu binaires, c'est-à-dire quand on doit défendre quelque chose qui est attaqué, on va le défendre comme une espèce de chose homogène, monolithique, etc. Ce que ne sont jamais nos pratiques de lutte. Et c'est ça aussi la difficulté, c'est que quand on parle de non-mixité ou de mixité choisie, ce sont des outils, comme plein d'autres outils. C'est des outils qui sont utiles à certains moments, pas à d'autres. C'est des outils qui peuvent servir à certaines et puis pas à d'autres, qui peuvent servir d'organisation ou d'espace de débrief, c'est des outils qui sont multiples, qui sont polymorphes, qui évoluent avec le temps. Et aujourd'hui, ils sont attaqués en tant que tels. C'est-à-dire, on ne peut plus les mobiliser en tant que tels. Ou difficilement. Toi, tu as été très proche des luttes menées sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et tu expliques dans ton ouvrage que c'est un cas d'école finalement, ce lieu, un cas d'école de conscience politique et je voudrais savoir en quoi finalement ce lieu t'a montré aussi qu'à certains endroits il pouvait y avoir des impasses dans les luttes et dans le militantisme et que à d'autres au contraire il y avait des outils dont on pouvait s'emparer. Quelle est cette expérience que tu t'es forgée sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et à partir de quand tu as commencé à fréquenter ce milieu militant? Il y a plusieurs choses là-dedans. La ZAD, en fait, moi, j'ai grandi pas très loin de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, donc j'ai commencé à y aller assez tôt. Pendant longtemps, avec une forme d'idéalisme à l'endroit de ce qui s'y passait, parce que même si j'y allais de temps en temps, j'en étais assez éloignée. Ça a été un espace de liberté incroyable, tout en étant un espace extrêmement dur, mais aussi un espace de liberté, d'invention, de créativité, de solidarité, comme j'en ai vu nul autre ailleurs. Je sais qu'il en existe d'autres dans le monde, mais moi, à mon échelle d'expérience, j'en ai pas vu d'autres. Donc voilà, quand j'y suis allée, j'avais tout cet idéalisme et je pense que je me suis fortement cassé les dents. Si on devait qualifier la lutte à Notre-Dame-des-Landes, on pourrait dire que c'est une lutte paysanne. En tout cas, c'est comme ça qu'elle a choisi de se qualifier depuis longtemps. On pourrait dire aussi que c'est une lutte de territoire. Ça n'est pas une lutte qui s'est construite dans la reconnaissance de l'ensemble des rapports de domination. Ça n'est pas une lutte qui s'est construite dans le féminisme ou dans l'antiracisme ou notre dynamique d'émancipation. Il y a une des copines que j'ai interviewée, dont l'interview est retranscrite dans le livre, qui est une copine féministe, dit vraiment, finalement, le féminisme, ça a été quelque chose qu'on a pratiqué sur la lutte, dans la zone, qu'on a pratiqué à chaque fois qu'on devait répondre à des agressions qui visaient l'une d'entre nous, qui pouvaient être des agressions sexuelles, qui pouvaient être des violences conjugales. Et ce que dit cette copine, c'est que on a pratiqué le féminisme, mais le féminisme, on n'a pas réussi à en faire une lutte de toutes les femmes, de toutes les personnes qui ne sont pas des hommes cis, en fait. On n'a pas réussi à en faire une composante structurelle. On n'a pas réussi à structurer la lutte à travers le féminisme. Et du coup, finalement, il y a elle avait le sentiment fort que quelque chose avait été manqué. Je pense qu'on peut en dire... autant sur la question, sinon plus sur la question de l'antiracisme. Cette lutte s'est pas construite dans une réflexion sur le racisme et disons qu'à certains moments ça a été une question qui s'est posée qui n'a pas été prise en charge. Même s'il y a eu tout un travail fait par des personnes directement concernées qui était super. Si on néglige une lutte d'émancipation, une ou plusieurs, on finit par être fragilisé par les conséquences de cette négligence. Ça, c'est la première chose. Typiquement, si on est en lutte contre, je sais pas moi, quelque type d'injustice que ce soit, mais qu'on néglige la façon dont ces injustices se produisent dans certains territoires français, à un moment donné, cette façon de prendre en charge les injustices va finir par nous taper, nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si on pense l'émancipation, mais qu'on néglige de penser les besoins, les analyses, les expertises des personnes qui vivent une marginalisation accrue
encore plus forte que la nôtre ou différente de la nôtre, on va penser si on néglige ces expertises-là, on va penser l'émancipation en silo, on va la penser de façon extrêmement réduite. Et il y a fort à parier que le jour où potentiellement ce système peut changer, avec ce qu'il nous en coûtera, si on est dans des positions de privilège qui n'ont pas été questionnées, on va reculer, on va pas aller au bout. Ou alors on va y aller moins vite. On va mettre de l'eau dans notre vin parce qu'on n'aura pas d'intérêt à ce que ça arrive le plus vite possible. Et je pense que ces choses-là, il faut pouvoir les nommer. Ça veut pas dire que ça va nous donner un plan d'action hyper clair, que ça va être limpide. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je pense que si on ne prend pas en charge ces questions-là, elles finissent fatalement par nous revenir dans les dents. Et je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé à la ZAD. Alors dans ton livre, tu cites très souvent Bell Hooks, et notamment un passage où il est dit que les personnes qui se battent pour l'éradication du sexisme sans soutenir les luttes contre le racisme ou le classisme aident en réalité à maintenir les bases culturelles de toutes les oppressions sociales. S'ils peuvent parfois amorcer des réformes réussies, leurs efforts ne mèneront à aucun changement révolutionnaire. En quoi cet ouvrage est majeur, donc cet ouvrage dont je rappelle le titre, Ne suis-je pas une femme, qui a été publié en 81 et qui dénonce en fait la faillite du mouvement féministe blanc des années 60 à se confronter à la réalité de son propre racisme. En quoi c'est un ouvrage et une référence majeure ? Je pense que pour moi, c'est une référence majeure dans la mesure où il donne des clés pour pouvoir penser l'émancipation au sens large. Je pense qu'il donne des clés, justement, il vient donner un certain nombre d'argumentaires sur précisément les raisons pour lesquelles, quand on omet de penser les clés de l'émancipation d'autres que nous, on flingue la possibilité de l'émancipation au sens large. Je pense que, pour toutes ces raisons, c'est un ouvrage fondamental. Comme il y en a une partie de ces réflexions-là ont vraiment été développées dans les années 80, mais ne sont arrivées en France que très récemment, en grande partie grâce à Isabelle Cambourakis d'ailleurs, mais pas que. Et elles viennent, disons, mais sans surprise finalement, parce que je pense qu'en France, on a un développement politique autour de ces questions-là qui est légèrement en retard par rapport à d'autres parties du monde. Et je pense, par ailleurs, que je vais sans doute le dire un petit peu maladroitement, mais je pense que, étant plus largement en Europe, en fait, on est dans cette situation un petit peu contradictoire où à la fois on vit dans le continent qui est à l'origine du colonialisme, qui est à l'origine de la pensée dominante, on va dire, qui est à l'origine d'une grande partie, je pense, des maux du monde actuel. Mais on est quelque part, on est aussi à l'endroit où, et là je parle en tant que personne blanche, on est parmi les plus protégés, sinon les plus protégés de ce que notre culture a produit dans le monde. Et donc, en partie, je pense, on est vraiment complètement à poil quand il s'agit de penser les conséquences de la pensée raciste, de la théorisation de la hiérarchie des races, et notamment de penser la blanchité. Et je pense que si on va, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou en Amérique latine, je m'intéresse beaucoup au Brésil où j'ai vécu et je travaille beaucoup aussi là-dessus. Si on va dans ces pays, les réflexions autour de la blanchité sont beaucoup plus avancées en fait, parce que les conséquences du colonialisme, de l'esclavagisme, etc., sont beaucoup plus claires là-bas. Ici, les conséquences, quand on est... Encore une fois, je parle en tant que blanche. Ici, les conséquences sont des conséquences matérielles qui nous privilégient et on ne pense pas la violence de ce privilège. On la voit très peu, en fait. Sauf à, encore une fois, s'intéresser aux questions des violences policières, aux questions des quartiers populaires, ce qui n'est vraiment pas le cas de tous les militants et les militantes. On ne voit pas à quel point cette construction identitaire, c'est qui va avec une forme civilisationnelle, qui va avec un ensemble de théories, etc., qui sont encore aujourd'hui très fortes. On ne voit pas les conséquences réelles, affectives, les conséquences sociales, relationnelles, etc., de ce qui nous a produit. Et donc, en fait, on est à poil pour penser un certain nombre de choses. Donc, ces livres sont vraiment fondamentaux, et le travail de Bell Hooks notamment. Tu parles souvent de la cape d'invisibilité des privilèges et de ce système de domination. Et quels sont les moments où justement cette cape d'invisibilité tombe ? Tu veux dire les moments où, en tant que personne privilégiée, on comprend qu'on est privilégié ? Oui. Je ne sais pas s'il y a un moment... On peut comprendre théoriquement qu'on est privilégié. Je pense que la compréhension affective...
on peut comprendre théoriquement, on peut bien se rendre... C'est pas très dur à voir, en fait, qu'on est privilégié, si tant est qu'on décide de le voir. La question, pour moi, c'est à quel moment est-ce que affectivement on est mis en jeu on est mis en jeu par cette oppression dont on bénéficie. À quel moment est-ce qu'affectivement on se sent concerné directement par la nécessité de défaire l'oppression qui nous bénéficie? Et je crois que ça se joue vraiment dans les attachements. Je crois que ça se joue dans... quand je parle d'attachement, ça ne veut pas forcément dire, même si ça peut passer par là, ça ne veut pas forcément dire par des relations directes, mais ça passe par, je pense, le fait de se sentir touché par des histoires en particulier, par des parcours en particulier, et de se sentir attaché à la défense de ce que les personnes qui ont vécu ces parcours vont venir dire, faire, etc. Donc, pour moi, la question du privilège, en fait... Alors, c'est pas que pour moi, parce que je cite notamment dans le livre une phrase que j'aime beaucoup de Carla Bergman et Nick Montgomery, dont j'ai ensuite traduit le livre, que j'aime aussi beaucoup, vous l'aurez compris. Ils disent à un moment donné, je me souviens plus de la citation exacte, mais sur le privilège, ils disent en gros il et elle disent que le privilège, finalement, c'est pas du tout l'équivalent de la joie ou du bonheur. Le privilège, c'est la capacité, c'est la possibilité d'être coupé affectivement d'une partie des conséquences du système dans le monde, de ce que produisent les systèmes de domination dans le monde. Et il dit, c'est pour ça que d'ailleurs, si on pouvait le dire comme ça, en haut de la catégorie des privilégiés se trouvent les hommes cis blancs qui sont les personnes les plus déconnectées affectivement du monde. Et moi, je suis assez touchée par cette définition-là. Je pense que sur d'autres autrices que je cite, notamment dans le livre sur la question du racisme, comment la blanchité, c'est un système qui nous permet l'identité blanche, la construction sociale dans l'identité blanche nous protège de ressentir quoi que ce soit à l'endroit des conséquences du racisme, voire même nous amène à ne pas voir les conséquences du racisme, à ne pas connaître les histoires de la colonisation, etc. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cet enjeu-là, qui est un enjeu affectif, qui est un enjeu de connexion, d'attachement au monde, dans ce qu'il produit. Et c'est dur, parce que ce qu'il produit, c'est violent, c'est de la souffrance, mais c'est la capacité à s'ouvrir à cette violence-là. Et ce qui va de pair avec elle, c'est la puissance, vraiment, j'ai pas d'autre mot que la puissance des résistances qui s'y produisent. Et donc, je pense que c'est ça, pour moi, la déconstruction du privilège. Et justement, du coup, ce serait quoi la sororité, alors ? Est-ce que c'est là que ça se joue, peut-être ? Oui, pour moi, la sororité, c'est... Pour moi, la sororité, comme je la vis aujourd'hui, c'est la possibilité, c'est les endroits de rencontre avec un ensemble de personnes, des femmes, des personnes non-binaires, des personnes qui ne sont pas des mecs cis, des personnes qui vivent le patriarcat de façon très différente les unes des autres. Et les endroits de sororité désirables et extrêmement puissants pour moi aujourd'hui, c'est ces endroits de rencontre où on a à la fois ce qui fait commun, c'est-à-dire l'expérience du patriarcat, et à la fois tout ce qui diverge, tout ce qui diffère, qui diverge pas forcément d'ailleurs, mais tout ce qui diffère entre nous dans nos expériences respectives du patriarcat. La sororité désirable, c'est cette sororité à la fois qui est un commun politique, mais qui est aussi une reconnaissance des différences, et qui est une envie vraiment de se soutenir les unes les autres, une envie de faire la place, laisser la place, de voir s'exprimer. Vraiment, pour moi, c'est ça le commun politique aussi. On sait qu'il y a du commun politique quand on ressent une joie profonde à l'endroit des prises de puissance, des prises des expressions qui ne sont pas les nôtres. Et je pense que si on ressent ça, c'est que quelque part, cet espace politique qu'on a construit, s'il nous permet de ressentir ça collectivement, on ne s'est pas trop trompé. Si à un moment donné, par exemple, mon espace politique est représenté par... j'en sais rien, une personne qui n'est pas moi, qui n'a pas eu mon histoire, une femme noire, queer. Si cette personne en vient à représenter mon espace politique et que moi, je me sens investie, je me sens représentée, je me sens reconnaissante, je me sens puissante à travers sa prise de parole, à travers sa montée en visibilité, à ce moment-là, je crois que ce qu'on a construit, on ne s'est pas trop planté. Mais c'est rare, mais ça arrive, et de plus en plus, je crois. Place maintenant à la création sonore de Marjorie Delcaz et Alexandra Fournier, une adaptation de leur spectacle Chercher la sorcière pour Gang of Witches.
Pour cette édition, vous avez choisi de nous présenter les extraits de 3 textes. Nous écouterons donc les mots tirés de La sorcellerie capitaliste, un essai signé Philippe Pignard et Isabelle Stengers, datant de 2005, ainsi que ceux de la chercheuse et commissaire d'exposition Anna Collin, extrait de Sorcières pourchassées puissantes queer et L'heure des sorcières, datant respectivement de 2013 et 2014. Le tout sur la musique de Sevda Lisa, Darkest Hour, c'est à vous. Chercher la sorcière. Une lecture d'Alexandra Fournier, mise en onde par Marjorie Delcaz pour Gang of Witches. It's the darkest hour in our forest home. You climbed my heart and you came alone. It's a perfect world. I'm the perfect girl. You're the nightmare, and I'm the dream. It's a perfect. L'art de la transformation, les sorcières l'ont appris au moment de la plus grande détresse, lors de l'élection de Ronald Reagan en 1980. C'est alors que s'est produite la mutation d'une tradition née en Angleterre et exportée en Californie, la tradition Wicca. Celle-ci est devenue un champ d'expérimentation cultivant l'art des rituels susceptibles de donner aux héritiers et héritières de luttes féministes, non violentes, anti-impérialistes, écologistes, la force de résister à l'épreuve. Les recettes sorcières ont ainsi été réinventées sur un mode politique. Les sorcières néo-païennes ont appris que la technique, le craft, qu'elles nomment magie, n'est pas d'abord ce qu'il s'agit de retrouver au sens de secret authentique. C'est ce qu'il s'agit de réclamer, de réactiver. Et cela en conservant le savoir de ce qu'un tel art impose de faire attention, de se protéger, c'est-à-dire d'abord et surtout de ne pas se penser autosuffisant. Elles ont réappris la nécessité de tracer le cercle, de créer l'espace clos où puissent être convoquées les forces dont elles ont un besoin vital. Au fil des siècles et des contextes géographiques, la dénomination de sorcière a été directement appropriée par des artistes, militantes et autres agitatrices. Se revendiquer sorcière, c'est aussi retourner la menace qu'elle intime contre celui qui la nomme. C'est se saisir de son pouvoir et de son savoir. C'est récupérer son histoire, l'augmenter, la réinventer, la fantasmer si nécessaire pour mieux se situer, se construire, lutter et imaginer. L'heure des sorcières est celle des rencontres entre initiés, de métamorphoses inattendues dans l'intimité de la nature ou l'obscurité de la nuit. On pense forêt, grotte, collectif, anonymat, rituel, feu, potion, exaltation, désinhibition, transe, affranchissement, communion et soin des corps, des âmes et des éléments. L'heure des sorcières, c'est aussi celle des marrons, des vampires, des démons et autres agents perturbateurs qui, dans la réalité comme dans le mythe, menacent de renverser l'ordre établi. Terrain des possibles, plus que repère temporel, cette heure parle d'altérité, d'histoire, de folklore, de militantisme, de politique créative, de rébellion contre la dictature de la norme ou encore de production de modes alternatifs de pensée, de vie, de partage, d'éducation et d'action. Premier texte, Philippe Pignard et Isabelle Stengers, La sorcellerie capitaliste, 2005. Deuxième texte, Anna Collin, Sorcière pourchassée, assumée, puissante, queer, 2013. Troisième texte,
Anna Colline, L'heure des sorcières, 2014. Musique, Sevda Liza, Darkest Hour. Alors justement, on peut peut-être revenir sur des exemples de collectifs que tu allais rencontrer et qui mettent en pratique en fait des outils militants par exemple, est-ce que tu pourrais me parler du collectif britannique Sisters Uncut? Comment tu les as rencontrés et en quoi finalement leur lutte et leur manière de militer t'inspirent ou t'ont inspiré? Non, elles m'inspirent toujours. Elles sont très inspirantes, il faut dire. Sisters Uncut, je les ai rencontrées parce que j'avais des amies qui faisaient partie du collectif et qui m'en parlaient au début, à un moment où elles étaient pas du tout... Enfin, elles sont d'ailleurs toujours très peu connues en France, mais en tout cas, j'avais pas entendu parler d'elles avant ça. Et c'était vraiment le moment où moi, ces questions-là commençaient à m'habiter, où je commençais à reconnaître l'homogénéité des espaces dans lesquels j'évoluais et à considérer que c'était un problème. Et Sisters Uncut, à ce moment-là, elles se constituaient comme collectif féministe luttant contre les violences conjugales. Et elles avaient, et elles ont toujours cette capacité, justement, à apparaître collectivement dans l'expression de leurs différences. Et vraiment, quand je dis dans l'expression, c'est dans la reconnaissance de leurs différences et vraiment la capacité à les nommer. Et c'est notamment sur la question des violences conjugales, la capacité à nommer le fait que toutes les femmes... les violences conjugales, la violence conjugale est un fait social qui touche toutes les femmes, mais pas de la même façon. Qu'on n'est pas soutenu, aidé par l'État de la même façon, selon qu'on est noire ou qu'on est blanche, selon qu'on est musulmane et qu'on porte un foulard, qu'on n'a pas accès à des logements, à des hébergements d'urgence de la même façon, y compris qu'on n'est pas nommé par la parole médiatique de la même façon, etc., etc. Et donc moi, à un moment où toutes ces questions m'habitaient et où je voyais pas d'exemple équivalent en France à cette époque-là, ça a changé aujourd'hui. Sisters Uncut s'affirmait comme un collectif féministe. C'était vraiment le féminisme. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout de suite. Leur socle commun, c'était le féminisme. Mais à l'intérieur de ce féminisme, s'exprimait un ensemble de voix différentes. Et s'exprimait aussi dans leur façon de s'organiser. Elles avaient choisi d'acter qu'il y avait une nécessité d'autonomie politique, avec donc des groupes à l'intérieur de Sisters Uncut qui s'organisaient en fonction des groupes de personnes trans, des groupes de femmes noires, des groupes de femmes musulmanes, etc., qui avait une forme en tout cas, agissait en tant que telle au sein du commun plus large politique qui est Sisters Uncut. Donc moi, je trouvais ça fascinant, tout à fait désirable aussi, parce que une des conséquences de ce que je viens de dire, c'est que du coup, on a une analyse, on a à la fois une analyse, un discours et une capacité de lutter sur la question des violences conjugales qui est beaucoup plus complète et donc beaucoup plus intéressante que si on est dans la négation de ces différences-là et donc si on est dans un truc très homogène, quoi. Je pense par exemple une revendication qui est très très peu nommée en France et qui est très forte pour Sisters Uncut, c'est la revendication d'avoir des services dédiés, c'est-à-dire typiquement si une femme noire vit des violences conjugales, la possibilité de pouvoir être accueillie, soutenue et accompagnée par une autre femme noire. La reconnaissance, en fait, du fait que, effectivement, y compris au sein de la sororité, on a besoin d'avoir des interlocutrices qui nous comprennent et que, sans même parler, évidemment, de tout ce qui est possible en termes de racisme, etc., mais à minima d'avoir des interlocutrices qui nous comprennent et qui vont donc réellement nous accueillir à un moment de grand trauma dans notre vie. Donc ça, par exemple, en France, aujourd'hui, on est encore très, très loin de le penser. Et effectivement, vu le climat dans lequel on est, ça paraît très compliqué. Mais c'était donc tout ça qui m'inspirait chez Sisters Uncut. Alors, il y a un autre collectif dont tu parles, c'est le collectif Decolonizer, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, en Israël, qui travaille sur la mémoire, qui fait un travail même crucial sur la question de la mémoire. Par exemple, à Tel Aviv, elles organisent des tours de la ville pour raconter l'histoire des 8 villages palestiniens sur lesquels elle s'est construite. Qu'est-ce qui était passionnant dans les outils de lutte de ce collectif ? Qu'est-ce que tu as découvert et qui t'a inspiré à leur rencontre ?
Je pense que c'est vraiment la question du travail sur la mémoire. C'est que si on n'a pas la mémoire, de quoi part-on? Et que dans le contexte israélien, on pourrait faire beaucoup de parallèles avec le contexte français. Il y a un effacement systématique de la mémoire palestinienne. Et donc notamment dans l'espace où ils agissent des colonizers à Tel Aviv. Et donc dans une réflexion qui part de leur part d'une envie de lutter contre le colonialisme depuis leur position spécifique, ils ont choisi de faire ce travail mémoriel en remettant au devant de la scène, en réactivant la mémoire palestinienne d'Israël. Moi, je trouvais ça intéressant parce que ça me posait des questions sur effectivement notre propre travail mémoriel. À quels endroits est-ce que on aurait ce travail à faire en France? Oui, surtout qu'on peut faire le parallèle avec la mémoire autour de la colonisation en Algérie, la guerre d'Algérie, et notamment avec l'apparition cette année la remise du rapport de Benjamin Stora, qui a fait l'objet quand même de nombreuses critiques de la part des sociologues notamment. Il y a un gros travail aussi, et on voit à quel point la mémoire est politique. Complètement, parce que la mémoire, en fait, moi je pense qu'en partie, notamment sur la question coloniale, et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, la mémoire est aussi ce qui nous permet de nous voir réellement. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut se comprendre, moi, qu'est-ce que j'hérite de cette histoire coloniale? Qu'est-ce que cette histoire coloniale vient produire chez moi? Si je n'ai pas connaissance de cette histoire-là, si je suis protégée de la réalité de cette histoire, je n'ai pas une réelle connaissance de qui je suis, en vérité. Donc c'est ça aussi, c'est comprendre pour pouvoir reconnaître, pour pouvoir agir. Toi, comment Donc effectivement, il y a un enjeu très fort. Toi, tu peux me redire comment tu as forgé ta vision décoloniale du monde, comment ça s'est construit ou déconstruit tout ça plutôt? Ouais, pour moi, il y a plusieurs choses, mais en fait, je le disais tout à l'heure, j'ai commencé à militer dans les espaces altermondialistes. Oui. Et ça a été une grande chance pour moi parce que, en fait, l'altermondialisme s'est construit un petit peu dans l'héritage des luttes tiers-mondistes, donc des luttes qui s'inscrivaient dans une critique du colonialisme, de l'impérialisme, et qui s'inscrivaient aussi dans des solidarités internationales. Et du coup... Alors bon, moi, j'arrive bien après ça, au moment où je me mets à lutter dans les espaces altermondialistes, mais ça fait que je me retrouve au Brésil, en Tunisie, à travailler au service d'organisation de ces pays-là et à prendre des histoires des luttes de ces organisations, des mouvements sociaux dans ces pays, etc. Donc ça a été finalement la première école politique pour moi. Mais encore aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que je suis encore vraiment beaucoup trop peu outillée sur l'actualité coloniale française, par exemple. Le fait que la France est disons, le dernier des empires au monde à avoir des colonies sur tous les continents. Et je trouve que ma connaissance des mouvements sociaux dans ces différents territoires, de l'histoire de ces différents territoires, etc., est encore beaucoup trop faible, finalement. Donc c'est un travail, c'est une charge à la hauteur de cette histoire coloniale, c'est-à-dire extrêmement longue, extrêmement répandue dans le monde et extrêmement violente. Une charge et une responsabilité aussi de se tenir au courant. Et Clairement une responsabilité. Clairement une responsabilité. Ramsar, toutes les couleurs de la création féminine avec Louise Turin. C'est maintenant l'heure de retrouver Louise Turin pour sa chronique mensuelle sur les couleurs de la création féminine. Aujourd'hui, Louise, tu nous présentes une installation de l'artiste activiste afro-hollandaise originaire du Suriname, Patricia Kershenout, intitulée « Guess Who's Coming to Dinner Too ».
Cette pièce réalisée entre 2017 et 2019 vient critiquer et questionner l'œuvre désormais célèbre de la plasticienne américaine Judy Chicago, The Dinner Party, présentée pour la première fois à la fin des années 70 au Brooklyn Museum de New York et rendant hommage dans une gigantesque scène triangulaire à 39 femmes de l'histoire et de la mythologie. Avec Guess Who's Coming to Dinner Too, Patricia Kirschenut nous présente ces héroïnes de la résistance. Louise, c'est à toi. Merci Sabrine, bonjour à toutes. Oui, la critique de l'œuvre la plus connue de l'artiste américaine Judy Chicago, The Dinner Party, est récurrente et très développée dans les textes des théoriciennes et activistes intersectionnels. Mais à ma connaissance, la première réponse à l'œuvre de Chicago dans le champ artistique est assez tardive, de 2017 précisément, et est proposée par l'artiste et activiste afro-hollandaise Patricia Kirschenut. Kirschenut reprend le concept de fête géniale de la scène triangulaire sur laquelle sont disposés des sets de table brodés et de la vaisselle artisanale, marquant les places de 39 invités, 39 femmes dites illustres. Et on pourrait argumenter de la pertinence culturelle des figures choisies par Chicago, sorte de généalogie de la White America, plutôt fortement marquée par le roman national états-unien et présentée comme œuvre phare d'un féministe universaliste auto-revendiqué. En somme, il semblerait que la table créée par Judy Chicago est un espace qui n'est pas, ou plus, en lutte, un espace qui appelle à être réinvesti. Ainsi, le titre de l'œuvre réponse par Kirschenut, Guess Who's Coming to Dinner Too, ou Devine qui vient aussi à dîner, est à la fois une interpellation de l'œuvre de Judy Chicago sur le fond et la forme, on le mentionnera plus tard, et une reprise du titre d'un film hollywoodien de 1767, Guess Who's Coming to Dinner. L'intrigue est simple, une fille de bonne famille WASP veut présenter à ses parents son fiancé. Ils invitent ravis le jeune couple à dîner, sauf que la jeune femme a sciemment omis de leur dire que son fiancé est noir. C'est un assez mauvais film qui se veut bien pensant, mais ne donne pas la parole au personnage pourtant central du petit ami noir. Il est l'invité gentiment indésirable, sans psyché. Il est là, tant mieux, mais moins il parle, le mieux. Kirschenut dit partager ce sentiment d'être une perpétuelle invitée notamment des tables des grandes instances féministes comme par courtoisie, pour faire acte de diversité, pour être encore une fois gentiment là. L'œuvre de Kirschenut opère pour moi au moins un triple dépassement intersectionnel de l'œuvre de Chicago. Un premier dépassement, le plus notable, de globalisation, de créolisation des enjeux féministes, avec une représentation des femmes amérindiennes, noires et métisses d'Afrique, d'Amérique du Nord, du Sud et de la Caraïbe, des femmes originaires d'Asie et du Pacifique, indonésiennes, aborigènes, indiennes d'Inde et du Suriname. En outre, Kirschenut revendique une matrilignation de la guérilla. Elle met en avant l'ideuses d'espaces dominés, opposante au système plantationnaire, et femmes esclavisées, prostituées, révoltées. Un engagement qui va pour l'artiste au-delà du seul propos. Les sets de table ont été cousus et brodés par des femmes du quartier le plus pauvre des Pays-Bas en marge d'Amsterdam et voisins du premier lieu d'exposition de l'œuvre. Puis ils ont été envoyés à Dakar, au Sénégal, pour être terminés par des couturières d'une coopérative locale. Puis un second dépassement, celui de la temporalité, car Kirschenut prend elle le pari de reconnaître et de couronner jeunes et de leur vivant des activistes contemporaines, comme par exemple Brie Newsome, réalisatrice afro-américaine qui se bat aujourd'hui même contre le racisme et la persistance de l'officialisation du drapeau confédéré dans le sud des États-Unis. Enfin, troisième et peut-être ultime dépassement, les barrières du genre en lui-même. Voyez-vous, l'œuvre The Dinner Table de Chicago s'inscrit dans le mouvement féministe des années 70, qui a glorifié le corps féminin et s'est concentré sur lui et l'histoire de sa représentation. Ainsi, les assiettes de la table originelle de Chicago sont des vulves, reprenant une iconographie dite de vulve papillon, critiquée à la fois par les théoriciennes et les activistes féministes en raison de sa nature évidemment essentialisante de la femme. Ainsi, la femme est son utérus et se nourrit de lui, semble dire Chicago. Personnellement, je ne le crois pas, et me réjouis ainsi donc de trouver dans l'œuvre de Kirschenut, attablées côte à côte, deux sœurs de la lutte et héroïnes du mouvement de la Gay Liberation, les femmes trans Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera. Si adieu les vulves papillons et bienvenue dans la pleine révolution. Je vous souhaite à toutes la joie post-crise sanitaire de pouvoir rencontrer un jour cette œuvre de Patricia Kirschenut, une œuvre qui encore une fois nous donne le plaisir de décentrer nos regards.
Voilà pour moi. Merci Sabrine encore une fois de m'avoir donné la parole. Retrouvez un lien vers la liste et les biographies des 39 femmes qui peuplent la table de Guess Who's Coming to Dinner Too de Patricia Carcenout sur le site du podcast. Lecture qui vous est maintenant évidemment obligatoire. Et pour aller plus loin et continuer à ouvrir le champ de vos héroïnes, je vous conseille le très bon et très documenté livre de l'historienne antillaise Audrey Célestine, Des vies de combat femmes noires et libres, sorti en 2020 et qui est une galerie de 60 portraits de femmes racisées. Alors moi, j'avais envie aussi de revenir sur l'essai que tu viens de traduire. Qu'est-ce qui t'a semblé nécessaire justement dans cet essai de Clara Bergman et Nick Montgomery de faire parvenir jusqu'ici en France en le traduisant, et en quoi finalement la joie est un concept, un affect, enfin une émotion finalement transformatrice? Alors, je pense que la première impulsion pour moi, ça a été que je trouvais assez peu commun. J'avais pas d'autres références de textes en France qui pensent ensemble la question de la joie, de la puissance collective et les questions justement d'oppression et de ce que ça implique en termes de modalités de lutte. C'est-à-dire que Clara Bergman et Nick Montgomery pensent tout au long du livre la question de l'autonomie politique, la question des responsabilités politiques qui incombent, on en parlait tout de suite, en même temps que celle de la puissance et de la joie, ce qui me semble hyper important parce qu'en fait, j'avais l'impression, en tout cas, en ce qui me concerne, j'avais l'impression qu'en France, les textes les plus récents qui postulaient la nécessité de penser la puissance collective et la joie le faisaient toujours dans l'omission des questions de domination et que inversement, les théories qui venaient outiller la lutte contre les dominations pensaient assez peu celle de la puissance collective ou en tout cas aboutissaient souvent à mettre la puissance du côté du pouvoir et donc du côté de quelque chose qui serait à rejeter. Donc ça me paraissait vraiment important, cette capacité à penser les deux ensemble. Et puis évidemment la question de la joie, dans la mesure où la joie, comme elle la pense, est un levier d'action transformatif. Et que moi, ce qui me meut et ce qui m'intéresse dans les luttes, c'est leur capacité de transformation. Et en fait, dans Lutter ensemble, c'était ça aussi ma logique était la suivante, c'était comment est-ce que dans les espaces du mouvement social, au sein des luttes, on pense la transformation de nos identités oppressives et opprimées dans une perspective d'émancipation, en partant du postulat que les espaces où cette transformation est la plus possible sont ceux-là. C'est vraiment des espaces, pour moi, les plus grandes transformations collectives et individuelles ont lieu dans les luttes. C'est indéniable. Et du coup, réussir à penser la transformation en même temps que ces questions de domination et en même temps que ces questions de joie, pour moi, c'était vraiment un petit peu la recette après laquelle j'étais, quoi. Donc, voilà. Pourquoi les luttes contre les oppressions doivent se mener à la fois à l'échelle systémique, c'est-à-dire à l'extérieur, et en même temps à l'intérieur de ces espaces militants, sur les deux niveaux en même temps? En quoi c'est crucial, finalement, cette simultanéité de combat? La raison pour laquelle on doit lutter contre les oppressions à l'échelle systémique est évidente. C'est à cette échelle-là qu'elle se joue principalement. C'est cette échelle-là qui les produit. Donc évidemment, il faut lutter contre elle à cette échelle-là. La raison pour laquelle maintenant on doit les attaquer aussi à l'échelle interindividuelle au sein de nos espaces de lutte, pour moi, en tout cas la façon dont je me la suis posée avec Lutter ensemble, c'était et aussi finalement avec Joie militante, puisque Joie militante est une façon de penser les luttes différemment. Pour moi, l'enjeu, c'est toujours comment est-ce qu'on produit des luttes puissantes, massives et durables, parce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Et si ces luttes sont habitées par des individualités qui produisent elles-mêmes des façons de faire et des collectivités dominantes, oppressives et finalement annihilantes, elles ne vont pas pouvoir être massives, puissantes et de long terme. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, à la base, c'est ça.
C'est comment est-ce qu'on se dote des outils et des luttes dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir lutter à l'échelle systémique. Et on est bien obligé de regarder que pour que ces outils puissent être aussi puissants que ce dont on a besoin, on est obligé de regarder l'échelle interindividuelle et aussi obligé de regarder les responsabilités individuelles. Et ça veut pas dire, et c'est là qu'est toute la difficulté, c'est qu'une fois qu'on a regardé les responsabilités individuelles, on n'a rien résolu à l'échelle systémique. Et en plus, au demeurant, même en regardant ces responsabilités individuelles, on va pas résoudre les questions de racisme, de patriarcat, etc. Même au cours de notre vie, ça va pas marcher. On va changer des choses. Et je suis très optimiste là-dessus. Je pense que vraiment, on peut beaucoup changer. Encore une fois, je le dis dans le cadre d'une lutte, il y a un rapport de force qui se crée, qui peut permettre de faire changer et les individualités et les collectivités. Donc, on peut changer. Mais pour que ces choses puissent changer à l'échelle systémique, c'est encore un plus long terme et c'est encore une plus grande puissance qui est nécessaire. Et pour ça, on n'a pas d'autre choix, je le redis, que de commencer par passer par nous. Et encore une fois, moi, ce qui me tient aujourd'hui, c'est la question de la communauté. Et pour moi, la communauté est une question collective. Pour moi, la question de la communauté, c'est comment est-ce qu'on reconstruit, comment est-ce qu'on s'empare, comment est-ce qu'on reprend presque ce qui nous a été retiré, c'est-à-dire la capacité à construire des relations dans un cadre collectif, des relations communautaires, de soutien, de solidarité, d'interdépendance, mais aussi de responsabilité, de réparation. Et cette question-là, pour moi, elle vient résoudre cette question individu versus collectif. Parce que dans le cadre communautaire, pour moi, les individus sont mis face à leurs responsabilités. Les individus sont soutenus, mais aussi on leur demande de rendre des comptes. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment important aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on arrive à reconstruire ça. C'est-à-dire des espaces collectifs qui sont des espaces de transformation qui pourront eux-mêmes générer la transformation systémique dont on a besoin. J'avais envie de rebondir du coup sur un exemple que tu cites dans ton ouvrage, dans Lutter ensemble. En quoi finalement l'expérience artistique, la forme artistique du débat est à la fois aussi active, cathartique et collaborative, et comment elle fait communauté justement. Dans ton livre, tu évoquais, c'était l'une des militantes que tu interviewais qui parlait d'un théâtre de l'opprimé qu'elles avaient mis en place au sein de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et en fait, on voit bien que dans la création et dans cette forme artistique qui pose aussi des questions du coup et qui ouvre un dialogue, il y a quelque chose de très opérant en fait. Enfin, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cet outil qui est la création aussi? Beaucoup de choses, mais je pense beaucoup de choses. Alors, je le redis, la question de l'affect, c'est vraiment, moi je trouve que la culture française, c'est terrible ce que ça nous fait à cet endroit-là. À l'endroit de l'affect, parce qu'on ne sait pas quoi faire de nos affects. Donc on est débordé. On est débordé par la tristesse, on est débordé par la colère, on est débordé par le deuil, parce qu'en fait on vit en deuil de tellement de vivants. Quand on lutte aujourd'hui, on est débordé par ces affects-là et on ne sait pas quoi en faire parce qu'on vit dans cette culture militante, mais qui correspond à un schéma culturel plus large, qui nous dit que tout va se résoudre par la théorie, par l'écrit, qu'on n'aurait qu'à nommer la colère et puis ça serait bon, il n'y aurait plus rien à en faire. On a dit qu'on était en colère, on a expliqué pourquoi, donc c'est bon, la colère nous a laissé. Mais non, ça marche pas comme ça. Et donc effectivement, on est toujours, là aussi, on bute à nouveau sur ces choses-là. Donc je pense que les expressions artistiques, et plus généralement, moi j'ai envie de dire aussi les formes de rituels, les formes de spiritualité collective, etc., elles peuvent vraiment être des outils pour prendre en charge l'affect, pour exulter collectivement, pour être en colère collectivement. Autrement que par... on a des façons d'être en colère collectivement, c'est un peu toujours... je sais pas moi, manifester, crier très fort, pas se faire de l'action directe, etc. Mais en dehors de ces formes convenues, qui sont par ailleurs des formes assez... il y en a peu, quoi. Ces façons, ces pratiques artistiques, rituelles ou spirituelles, etc., peuvent nous permettre de processer quelque part, je sais pas comment dire autrement, c'est un anglicisme, ces affects qui nous traversent. C'est la première chose. Et la deuxième chose, moi je crois très fortement avec les formes créatives, c'est la possibilité d'ouvrir des imaginaires désirables. On a besoin aujourd'hui, mais tellement cruellement, de se trouver des imaginaires communs désirables. Même, je crois, une des grandes défaites de notre camp politique, qui est la gauche, ça a été de proposer des imaginaires politiques désirables. Et donc, je pense que les formes créatives, elles permettent ça.
Elles permettent de subvertir le poids de ce qu'on considère comme étant le réel, le Tina, le there is no alternative, la fin de l'histoire, etc. Subvertir tout ça pour venir ouvrir les possibles et créer du désir. Voilà. Alors justement, tu as créé du désir il y a quelques jours sur Twitter en proposant... Est-ce que tu pourrais me lire ton dernier tweet? Je l'ai adoré, je l'ai liké, je crois. Tu nous proposes une liste électorale pour les prochaines élections. Tu voudrais bien nous faire part de ton imaginaire désirable? Tu as un rêve, Juliette. Tu vois, il a pas énormément fonctionné parce qu'en fait, je crois que sur Twitter, les gens, ils ont pas trop envie de rêver. Ils ont plus envie de punchliner. Alors, attends. Ah oui, c'est tellement mon rêve. C'est le mien aussi. Ah oui, alors je disais ça. Je disais, je rêve tellement d'une candidature collective de meufs non blanches, queer, trans pour 2022. Un groupe de meufs fortes qui mettrait tous les candidats et les fachos en PLS et qui nous ferait vraiment kiffer. C'est mon rêve aussi. Merci Juliette. C'est la fin de ce podcast, merci de l'avoir suivi, merci à Juliette Rousseau d'avoir partagé avec nous son expérience des luttes, son parcours et ses rencontres. Je vous rappelle que son livre Lutter ensemble vient de ressortir en édition de poche et que l'essai de Clara Bergman et Nick Montgomery qu'elle vient de traduire s'intitule La joie militante, construire des luttes en prise avec leur monde. Il vient de paraître aux éditions du Commun. N'hésitez pas à aller découvrir visuellement les œuvres de l'artiste Patricia Kerschenhout sur son site www.pkerschenhout.com. Je vous l'appelle, pkerschenhout.com. Enfin, vous pouvez écouter dans leur intégralité les titres qui composent la bande-son de ce podcast sur notre site gangofwitches.com et qui sont extraits de l'album de Paola Yvelin et Sophie Rock, Patriarchy is Burning. Merci de votre écoute, chères sorcières, et rendez-vous à la prochaine pleine lune. C'était le podcast The Gang of Witches, présenté par Sabrine Kasbaoui. On vous dit à la prochaine pleine lune. D'ici là, prenez soin de vous. Calling upon my witches everywhere, my witches everywhere. I'm calling upon my sisters everywhere, my brothers everywhere. The time has come together. We are stronger together. The time has come together. We are stronger together.